À la fin des années 90 et au début des années 2000, peu de catcheurs étaient plus populaires que Rob Van Dam. Son style de combat innovant, combiné à son personnage détendu et unique, a touché une corde sensible chez de nombreux fans, ce qui l'a conduit à devenir une star des main events dans presque toutes les promotions pour lesquelles il a travaillé. Encore aujourd'hui, après 30 ans de carrière bien remplie, RVD reste une figure emblématique de l'industrie du catch. Il a récemment fait des apparitions chez Impact Wrestling et l'AEW et s'est récemment lancé dans le stand-up ainsi que dans sa propre marque de CBD. Mais comment a-t-il réussi à maintenir une telle longévité et qu'est-ce qui l'a motivé tout ce temps? C'est ce que je vous invite à découvrir en plongeant dans la carrière du catcheur le plus unique en son genre, le légendaire Rob Van Dam. Robert Alexander Zatowski est né le 18 décembre 1970 à Battle Creek dans le Michigan. Dès son enfance, il était un aventurier qui adorait prendre des risques, se lançant dans des cascades audacieuses avec son vélo et défiant constamment les attentes. Cette attitude qui le caractérisera plus tard l'a rendu célèbre pour son style unique et son refus de se conformer aux normes établies. Sa première expérience avec le catch a commencé lorsqu'un ami lui a montré un show de la WWF. Au début, il trouvait le produit peu attrayant avec des noms de catcheurs qu'il considérait plus dégradants que valorisants comme Brutus Beefcake ou Big John Studd. Il était sur le point de partir lorsqu'il était convaincu par son ami de rester un peu plus longtemps. Puis le coup de foudre est arrivé, le jeune Van Damme a vu le Corporal Kirchner se faire attaquer par Iron Sheik et en est instantanément devenu accro. Fasciné, il a assisté à son premier show de catch en direct et a su dès lors que son destin était de devenir catcheur professionnel. Il a continué à assister à de nombreux house shows dans sa ville, à la Kellogg Arena. Un jour, lors de la promotion des débuts de Ted DiBiase alias The $1 Million Man, une vignette était tournée où DiBiase offrait $100 à quiconque accepterait d'embrasser son pied. RVD s'est porté volontaire car comme le disait DiBiase, everyone has a price. Ce jour-là, le 28 juin 1987, marquera la première fois que la future légende montait sur un ring de catch. Son parcours dans la lutte a commencé modestement avec des entraînements dans une salle de sport improvisée chez lui, puis il a découvert un vrai ring de lutte grâce à un promoteur de kickboxing dans sa ville natale de Battle Creek. Pour pouvoir utiliser ce ring, RVD a dû apprendre le kickboxing, ce qui lui a permis de devenir non seulement un lutteur mais aussi un combattant complet. À chaque entraînement, il se dépêchait de terminer ses cours de boxe pour pouvoir catcher. Et bien qu'il ait commencé à combattre dans des matchs amateurs de boxe où il était inarrêtable, son rêve restait le catch professionnel, malgré les efforts de ses promoteurs pour le lancer dans une carrière de boxeur. Après ce début d'apprentissage, il s'est inscrit dans une petite école de catch dirigée par le légendaire Iron Sheik. C'est là qu'il a rencontré son futur ami et grand rival, Sabu, le neveu du Sheik. Là-bas, l'apprentissage y était très difficile, mais RVD a su faire face et s'est accroché à son rêve. Et au cours de sa première année, il a pu participer à quelques matchs dans différents états, lançant officiellement sa carrière en 1990. Pendant ses premières années, RVD a fait des apparitions pour des promotions comme la United States Wrestling Association et la South Atlantic Pro Wrestling où il a remporté son tout premier titre devenant champion par équipe de la SAPW avec Chaz Rocco. Il a également réussi à se faire un nom à l'étranger pendant ses premières années travaillant pour All Japan Pro Wrestling où il est devenu une figure importante de leur division junior. Malgré ce succès initial, le premier grand moment pour Rob aux États-Unis est venu en 1992 lorsqu'il a signé avec la WCW, bien que sous le nom de Robbie V. Son premier match pour la compagnie a lieu le 23 janvier 1993 et il s'avérait être assez populaire auprès des fans. Après seulement un mois dans le roster, il a été placé dans un tournoi pour déterminer le nouveau champion de télévision, atteignant le deuxième tour avant d'être éliminé par Vinny Vegas, alias Kevin Nash. Malheureusement, Bill Watts, alors vice-président exécutif de la WCW, avait une vision bien plus traditionnelle du catch et ne voyait pas beaucoup de potentiel en Van Damme, malgré ses performances qui plaisaient évidemment au public. Le style plus aérien et martial de RVD ne cadrait pas avec sa vision du catch à l'ancienne et les apparitions de RVD se sont raréfiées au cours du reste de l'année jusqu'à ce qu'il quitte la compagnie le 22 mai 1993 sans avoir accompli grand-chose. Déçu, il est retourné immédiatement sur la scène indépendante, développant peu à peu sa réputation comme l'un des jeunes catcheurs les plus excitants du moment. Durant son passage à l'United States Wrestling Association, il a rencontré Ron Slinker, un promoteur de catch de Floride qui dirigeait un complexe sportif à Tampa. Slinker trouvait qu'il ressemblait à Jean-Claude Van Damme, très populaire à cette période, et lui a alors conseillé de se faire passer pour son cousin en adoptant un accent belge. RVD était quelque peu gêné par cet aspect, mais il a accepté de s'identifier à ce personnage. En parallèle de l'United States Wrestling Association, RVD a rejoint la National Wrestling Conference où il a atteint le succès en formant une équipe avec Bobby Bradley, appelée Aerial Assault. Ils ont détenu les titres pendant 1099 jours, du 25 août 1995 au 28 août 1998. Malheureusement, la NWC a dû fermer ses portes cette année-là, entraînant la dissolution de l'équipe et la perte des titres. À ce moment-là, peu importe ce que l'ancienne génération pouvait penser, ce natif du Michigan allait bientôt devenir une figure clé pour réinventer le catch des années 90 en le rendant à nouveau innovant et dynamique.
À Philadelphie, un jeune promoteur nommé Paul E. Dangerously alias Paul Heyman avait pris les rênes de l'Eastern Championship Wrestling, le renommant Extreme Championship Wrestling, et lançant une révolution dans l'industrie du catch. Heyman soutenait que l'industrie était devenue stagnante et avait besoin de son propre Nirvana pour tout bouleverser, comme ce groupe l'avait fait pour la scène musicale. Cela signifiait de l'innovation, du catch aérien et hardcore et une adaptation de la contre-culture, autant d'éléments qui collaient parfaitement à Rob Van Dam. Voyant son potentiel, Heyman a signé RVD à l'été 1996 où il est rapidement devenu l'une des plus grandes stars de l'ECW. Là-bas, il a incarné un personnage de stoner détendu, ce qui n'était pas vraiment un gimmick étant donné que Van Dam était depuis longtemps un fervent défenseur de l'usage du cannabis. Il a même intégré plus tard dans sa catchphrase RVD 420, signifiant que je viens fumer ton cul, en gros une parodie de Austin 316. Mais il ne se résumait pas qu'à ça bien sûr, il était présenté comme un artiste martial de classe mondiale capable de défier n'importe qui et de se mettre en colère quand il le fallait. Cet aspect de son personnage a été mis en avant lors de sa série de matchs mémorables contre Sabu, parmi les meilleurs de la carrière de l'un et de l'autre à ce moment-là. Ces matchs ont permis à Rob de montrer pleinement aux fans ce dont il était capable, non seulement sur le ring mais aussi au micro. Après avoir tourné heel contre le maniaque Sabu, aussi intense que fut la rivalité entre les deux hommes, ils ont finalement réalisé qu'ils étaient plus efficaces ensemble et ont commencé à faire équipe en 1997, devenant l'une des équipes les plus réussies de l'histoire de la promotion. Fin 1997, ils ont rivalisé avec les Eliminators pour les titres par équipe du monde de l'ECW, mais malgré 3 tentatives, ils n'ont pas réussi à remporter les ceintures. Après ça, RVD a été amené en remplacement de Chris Candido, blessé pour affronter Lance Storm lors du tout premier pay-per-view de la compagnie Barrel Illegal le 13 avril 1997. Après avoir remporté ce match, Van Dam a critiqué la compagnie pour ne pas l'avoir initialement programmé, une véritable source de friction entre lui et Heyman. Il a également réprimandé ceux dans le public qui l'acclamaient, leur rappelant qu'il n'était là que pour se faire remarquer par les grandes ligues. C'était une tactique populaire que le heel RVD utilisait depuis un moment, faisant comprendre aux foules qu'il les quitterait pour un contrat avec la WWE ou la WCW à la moindre occasion. Il a pu jouer encore plus sur ses paroles après que l'ECW envahit la WWE en mai 1997 dans le cadre d'une relation de travail développée entre les deux promotions. C'est durant cette période que Rob a été surnommé Mr. Monday Night par Jerry Lawler, un surnom qui lui collera pendant des années. De retour à Philadelphie, il a continué à faire équipe avec Sabu et s'est lancé dans une rivalité mémorable avec le cœur et l'âme de l'ECW, Tommy Dreamer, qui était furieux du mépris de RVD pour la compagnie et ses fans. Ils ont fini par avoir une série de matchs ensemble en tag avec Sabu et Taz ainsi qu'en simple compétiteur. Les meilleurs parmi ces matchs étaient probablement leur match hardcore en 1 contre 1 lors de Born to be Wired en 1997, leur flag match lors du November to Remember de cette année-là, et leur match par équipe lors du 6 décembre à Better Than Ever où Van Dam a fait le tomber sur Dreamer, mettant fin à leur rivalité une fois pour toutes. Malgré son statut de heel durant cette rivalité, Mr. Monday Night était si populaire auprès des fans à ce moment-là que la compagnie n'avait pas d'autre choix que de le tourner face. En 1998, il était fermement du côté des faces, entamant une rivalité avec la Triple Threat, l'équipe de Shane Douglas, Bam Bam Bigelow et Chris Candido. Cette rivalité a culminé lorsque RVD a enfin remporté son premier titre en solo en battant Bigelow le 4 avril de cette année-là pour s'emparer du titre télévisé de l'ECW. Il a ensuite connu un règne qui est parmi les plus grands de l'histoire moderne. Ce n'était pas le seul or que les favoris des fans porteraient en 1998 car lui et Sabu sont également devenus champions par équipe le 29 juin après avoir battu Lance Storm et Chris Candido. Et bien qu'ils aient perdu ses ceintures contre les Dudley Boyz en octobre, personne n'a pu dérober le titre TV de RVD. Avec ce titre autour de sa taille, il a livré des matchs absolument classiques tout au long de 1998 et 1999 contre des adversaires comme Too Cold Scorpio, Lance Storm et surtout Jerry Lynn. Leur match à Hardcore Heaven en particulier était si bien accueilli que Paul Heyman a même décidé de le rediffuser à la télévision la semaine suivante pour l'exposer à un plus large public. Van Dam a tellement élevé le prestige de la ceinture pendant cette période que parfois les gens en parlaient comme étant plus prestigieuse que le titre mondial et les discussions autour d'un match champion contre champion étaient courantes parmi les fans hardcore de l'ECW. En 2000, la tension était à son comble et Heyman a décidé qu'il était enfin temps de déclencher l'événement en programmant un match opposant le champion TV au champion du monde de l'ECW de l'époque, Mike Awesome. Malheureusement pour tout le monde, RVD s'est cassé la cheville lors de la préparation de ce match et a été forcé de céder son titre avant que le match ne puisse avoir lieu. Lorsqu'il est revenu sur le ring le 14 mai 2000, le moment était passé et la compagnie était en train de s'effondrer. Avec des problèmes financiers massifs causant des ravages en coulisses, Heyman a découvert qu'il n'était plus capable de payer bon nombre de ses catcheurs, ce qui a conduit certains à rejoindre la WWE ou la WCW tandis que d'autres restaient, espérant que les choses s'amélioreraient bientôt. Bien sûr, ça n'est jamais arrivé, et au moment où Mr. Monday Night a fait sa dernière apparition à l'ECW lors du show Guilty is Charged le 7 janvier 2001, il aurait été redevable de 150 000 $, une somme qu'il n'a toujours pas reçue à ce jour. Avec la fermeture de l'ECW au premier trimestre 2001 et l'achat de la WCW par Vince McMahon à peu près à la même époque, le paysage du catch avait soudainement changé, et si vous n'aviez pas un gros contrat, il n'y avait plus qu'un seul endroit où aller. Heureusement pour RVD, sa réputation le précédait, il a été engagé par la WWE le 9 juillet de cette année-là dans le cadre de l'Alliance, l'union des anciens de la WCW et de l'ECW déterminés à faire tomber la compagnie de Stamford.
Presque immédiatement, Van Damme s'est attiré les faveurs des fans de la WWE dont certains l'avaient déjà vu et d'autres le découvraient pour la première fois. Malgré le fait que toute l'alliance était présentée comme des heels, il est rapidement devenu un favori des fans et l'une des rares lueurs d'espoir dans cette storyline désastreuse. Il a même eu l'occasion de disputer un match pour le titre de la WWE dans un triple menace avec Steve Austin et Kurt Angle lors du pay-per-view No Mercy du 21 octobre 2001. Beaucoup pensaient d'ailleurs qu'il aurait dû remporter ce match, estimant que la compagnie aurait dû saisir l'occasion de faire de lui une superstar. Malheureusement, les politiques internes en coulisses ont mis fin à ça, de nombreux piliers de la WWE arguant que l'ancien de l'ECW n'avait pas encore fait ses preuves. En conséquence, il n'a pas remporté le match triple menace pour le titre de la compagnie, bien que sa popularité soit restée forte. Lorsque le scénario de l'invasion s'est terminé au Survivor Series de cette année-là, RVD a conservé son emploi, devenant un babyface et rivalisant avec William Regal pour le titre intercontinental. Lors de sa première apparition à WrestleMania le 17 mars 2002, il a pu porter son signature move, le 5-Star Frog Splash sur l'anglais, le pinant pour devenir champion intercontinental pour la première fois de sa carrière. Peu après, la WWE a organisé son premier draft et Mr. Monday Night a été à la hauteur de son surnom lorsqu'il a été sélectionné par Raw. De là, il a continué à rencontrer du succès, entrant dans une grande rivalité avec Eddie Guerrero qui a permis aux deux hommes de mettre en avant leurs points forts. En plus de ça, il a également remporté brièvement le titre de champion du monde poids lourd lors de l'épisode de Raw du 20 mai, battant l'Undertaker sous les acclamations de la foule avant que la décision ne soit annulée par le manager général de la marque, Ric Flair. Par la suite, il a défendu avec succès son titre intercontinental contre le nouveau venu Brock Lesnar en juin et juillet 2002 et est devenu le dernier champion européen après avoir unifié les ceintures lors de l'épisode du Raw du 22 juillet contre Jeff Hardy. Il a ensuite fait de même pour le titre hardcore un mois plus tard, battant Tommy Dreamer dans le processus. A ce stade, il semblait qu'il pourrait même remporter tous les titres du show, une idée renforcée lorsqu'il est devenu le challenger numéro 1 pour le championnat du monde poids lourd de Triple H le 9 septembre à Unforgiven. Lorsque le moment est venu et que RVD a finalement eu sa chance pour le titre, les fans étaient impatients comme beaucoup de ses collègues en coulisses. Malheureusement, ce match est venu en plein milieu du tristement célèbre règne de terreur de Triple H où il a enterré pratiquement tous les anciens de l'ECW et de la WCW mis sur son chemin pendant plus d'1 an. Van Damme bien sûr n'a pas fait exception et est tombé aussi. Néanmoins, il est resté l'une des superstars les plus populaires du roster et a participé au tout premier match Elimination Chamber au Survivor Series de cette année-là où il a été de l'avis de beaucoup le point fort de tout le show, utilisant sa créativité pour inventer des spots très uniques à l'intérieur de la cage. Prenant note de sa performance remarquable cette nuit-là, la compagnie l'a de nouveau poussé dans un rôle de main event, lui offrant une chance pour le titre de champion du monde poids lourd de Shawn Michaels lors de l'épisode de Raw du 25 novembre dans ce qui était considéré comme un match de rêve pour beaucoup à l'époque. Malheureusement, il n'a pas remporté ce match non plus, mais il est rapidement devenu champion par équipe, formant un partenariat improbable avec Kane qui a porté ses fruits lorsque le duo a battu Lance Storm et Chief Morley pour les titres lors de l'épisode de Raw du 31 mars 2003. Ce règne en tant que champion par équipe a été de courte durée car Kane est devenu heel, trahissant son partenaire après avoir été contraint de retirer son masque en raison de sa défaite face à Triple H, et finalement Kane a battu RVD dans un match en cage lors de l'épisode de Raw du 8 septembre 2003. Pourtant, malgré toutes ces défaites, son heure approchait. Van Damme a rivalisé avec Chris Jericho pour le titre intercontinental au cours des 2 mois suivants, puis a commencé un programme avec Evolution où, aux côtés de son nouveau partenaire de tag team Booker T, il a réussi à battre Ric Flair et Batista pour redevenir champion du monde par équipe le 16 février 2004. Un mois plus tard, il a été transféré à SmackDown où il a fait équipe avec Rey Mysterio, remportant finalement les titres par équipe de la WWE avec lui la même année. Effectivement, il était en pleine ascension, une ascension qui ne pouvait être arrêtée que par une blessure. Et malheureusement, c'est exactement ce qui s'est produit lorsque le 27 janvier 2005, RVD était contraint de subir une chirurgie reconstructive du genou, l'éloignant du ring pendant plus de 7 mois. Pendant son absence, il a joué un rôle fondamental en réussissant à convaincre Vince McMahon de relancer l'ECW à la mi-2020 pour le pay-per-view Wednesday, et c'est là, sur cette branche, que son véritable potentiel serait réalisé. Et après le succès du show, la WWE a décidé d'organiser un deuxième Wednesday en 2006 tout en lançant leur propre version de la marque ECW avec Rob Van Dam au centre de tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme pour d'autres vidéos, je vais revenir en détail sur la gloire et la chute de Rob Van Dam durant l'année 2006 au sein de la WWE. Une période incroyable pour les fans de catch mais qui a été réduite à néant par la personne qui était censée représenter l'image de ce gros changement au sein de la fédération. Revenons en arrière, à ce moment-là, RVD était vraiment contrarié de manquer le premier pay-per-view Wednesday en 2005 car c'était son idée d'organiser cet événement et il voulait désespérément lutter à nouveau dans le Hammerstein Ballroom, ça signifiait plus pour lui que de participer à un match de WrestleMania. One Night Stand 2005 s'est avéré être un énorme succès financier pour la WWE et la compagnie ne voulait pas seulement organiser une suite à ce pay-per-view mais elle voulait aussi ramener l'ECW à la télévision chaque semaine en tant que troisième marque de la WWE aux côtés de Raw et de SmackDown. Le plan était que l'ECW de la WWE conserve quelques visages familiers du roster, extrême original tout en utilisant la marque pour introduire de nouvelles superstars.
Vince McMahon comprenait également que les fans modernes de la WWE pourraient se détourner de cette idée, ne voulant pas voir des anciens de l'ECW ou des nouveaux venus être introduits chaque semaine. Ainsi, quelques stars de la WWE que les fans connaissaient bien seraient également transférés à la nouvelle ECW pour attirer les fidèles de la WWE et les inciter à regarder ce que faisaient ces catcheurs. Néanmoins, la grande majorité des fans ne voulaient rien de tout ça, et si le nom de l'ECW était sur l'affiche, ils s'attendaient à voir l'ECW dans toute sa gloire passée. Je mentionne ça car Rob Van Dam, un original de l'ECW qui s'était fait un nom auprès des fans modernes de la WWE, allait être la tête d'affiche non seulement de la nouvelle ECW, mais de toute la WWE. Le parcours de Van Dam vers la gloire à la WWE commence à WrestleMania 22. RVD a participé au deuxième match d'échelle Money in the Bank lors du plus grand show de l'année, affrontant Ric Flair, Matt Hardy, Bobby Lashley, Finlay et Shelton Benjamin, et Van Dam a fait une excellente performance cette soirée-là. Maître Rob dans un match d'échelle est toujours garanti de donner d'excellents résultats, et ce fut d'autant mieux pour RVD qu'il a effectivement remporté le match, obtenant ainsi une opportunité pour le titre de la WWE à une date de son choix. Je m'en souviens avoir été assez surpris par ça. Personne ne dira jamais que RVD n'avait pas le talent pour aller jusqu'au bout à la WWE, mais il était toujours considéré comme un catcheur de milieu de carte supérieur, obtenant parfois des opportunités de titre mais ne capturant jamais l'or. Le concept du Money in the Bank et l'opportunité de titre garantie étaient encore assez nouveaux à l'époque, RVD n'étant que le deuxième catcheur à détenir le contrat. Une longue série de cash-in réussis n'avait pas encore été établie, ce qui suscitait beaucoup d'intérêt quant à la manière dont RVD utiliserait cette mallette, personne n'étant totalement sûr qu'elle le mènerait au titre de la WWE. À Backlash le mois suivant, RVD a mis sa mallette Money in the Bank en jeu contre Shelton Benjamin qui en retour mettait en jeu son championnat intercontinental. Annoncé comme un match où le gagnant remporte tout, les deux ont offert une performance spectaculaire de près de 20 minutes qui s'est terminée par la victoire de Van Dam devenant également champion intercontinental. Ce match ne reçoit pas assez de reconnaissance à mon avis, donc si vous cherchez un bon match à regarder après avoir vu cette vidéo, cherchez RVD contre Benjamin à Backlash 2006. Mais malheureusement pour Van Dam, il a ensuite perdu la ceinture face à Benjamin 2 semaines plus tard lors d'un épisode de Raw. Grâce à la popularité du premier One Night Stand, la WWE a annoncé une suite qui aurait lieu le 11 juin 2006. Lors de l'épisode de Raw du 22 mai 2006, après avoir battu Chris Masters dans un match en 1 contre 1, le champion de la WWE John Cena était rejoint sur le ring par Mr. Money in the Bank, Rob Van Dam. RVD a alors annoncé exactement comment il encaisserait son opportunité de titre, déclarant qu'il voulait avoir l'avantage du terrain. Rob a donc dit à Cena et à tous ceux qui regardent à la maison qu'il allait changer sa mallette à One Night Stand 2 dans le Hammerstein Ballroom. John Cena devrait donc défendre son titre devant une foule vraiment hostile face à Rob Van Dam lors d'un événement de l'ECW. À cette époque, de nombreux fans de catch, en particulier ceux qui regardaient la WWE dans les années 90 et au début des années 2000, n'avaient pas beaucoup de temps pour John Cena. Beaucoup de fans commençaient à s'agacer que Cena soit devenu le visage de la WWE et il était évident que le Hammerstein Ballroom accueillerait un public très hostile et très vocal à One Night Stand 2, ce qui rendait évidemment ce main event particulièrement intéressant. Van Dam a ensuite giflé Cena après l'annonce et une bagarre a éclaté et grâce à une distraction de Chris Masters, Van Dam a pu porter le Van Daminator sur Cena en utilisant la mallette. Le 25 mai 2006, 3 jours après l'annonce de RVD, la WWE a officiellement annoncé le retour de l'ECW à la télévision en tant que troisième branche. Dans le communiqué de presse officiel, Vince McMahon a déclaré « Après avoir maintenu le concept de l'ECW en vie et créé une énorme base de fans cultes pour tout ce qui concerne l'ECW, des DVD au pay-per-view en passant par les livres, nous pensons que le moment est venu de lancer officiellement l'ECW en tant que franchise indépendante. Raw, SmackDown et l'ECW représentent désormais un portefeuille de marque WWE pour les fans de tout âge et de tout horizon. » Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais ma réaction initiale à cette annonce était positive. Le premier One Night Stand était un excellent show qui capturait l'esprit de l'ECW. Si la WWE pouvait maintenir cela semaine après semaine, alors vraiment, comment cela pourrait-il être mauvais ? Le deuxième ECW One Night Stand avait déjà été annoncé avant l'annonce de la marque hebdomadaire, et One Night Stand aurait lieu 2 semaines après que les fans aient appris que l'ECW revenait sous forme de show hebdomadaire. Le deuxième One Night Stand aurait dû être un avertissement car il était beaucoup plus centré sur la WWE par rapport à l'original. Ce n'était pas un mauvais show du tout, il avait juste un ton différent du premier. Quoi qu'il en soit, juste avant que One Night Stand 2006 n'ait lieu, Paul Heyman a été annoncé comme le General Manager de l'ECW. Et Paul a eu la possibilité de choisir une superstar de Raw et une superstar de SmackDown pour renforcer son nouveau roster de l'ECW. Heyman a choisi Kurt Angle et Rob Van Dam. Comme prévu, John Cena a reçu l'une des réactions de foule les plus brutales que l'on puisse voir lors d'un show de catch, et cela a offert un grand moment de divertissement. Qui pourrait oublier les fans de l'ECW qui jetaient la chemise de John dans le ring encore et encore lorsque Cena essayait de leur donner. Une situation qui sera répétée d'ailleurs quelques années plus tard dans son match à Money in the Bank face à CM Punk.
C'était une foule qui ne voulait rien avoir à faire avec le champion actuel de la WWE et ils voulaient voir leur gars enfin atteindre le sommet de la montagne. Et l'entrée de RVD en revanche était totalement à l'opposé. C'était le gars qui avait manqué le premier One Night Stand, mais plus important encore, c'était celui qui méritait de tenir un titre mondial pour la première fois de sa carrière. Et le fait que Van Damme allait remporter le championnat de la WWE lors d'un show de l'ECW rendait ça encore plus émotionnel pour RVD. Il n'y avait vraiment pas de meilleur endroit pour Rob pour remporter la ceinture. One Night Stand 2006 ne reçoit pas autant d'éloges que l'original car il y a quelques matchs mettant en vedette des gars qui n'avaient rien à voir avec l'ECW original. Mais ces catcheurs de la WWE qui ont travaillé sur le show comme Randy Orton, Kurt Angle et Edge ont tous eu de bons matchs. John Cena, qu'on l'aime ou non, n'a pas fait exception. Il savait quel était son rôle à One Night Stand 2006 et il comprenait l'environnement, ce qui a permis que son main event avec RVD se déroule parfaitement. Comme souvent à la WWE à l'époque, John Cena devait être protégé à tout prix. Edge est entré dans le ring et a porté une spear sur le champion à travers une table et c'est ce qui a permis à Van Damme de porter le 5-star Frog Splash et de remporter le championnat de la WWE. Ne minimisons pas la victoire pour autant, Paul Heyman a fait le compte de 3 et Paul a versé des larmes en remettant à Van Damme le championnat de la WWE, un championnat que Van Damme a dit qu'il rebaptiserait en championnat de l'ECW. Van Damme a célébré avec sa femme dans le public et il y avait une grande fête dans le ring. Big Show a pris le parti de l'ECW, alors lui et Kurt Angle ont célébré avec Van Damme et Paul Heyman a regardé très satisfait du déroulement des événements. Van Damme avait enfin remporté le championnat de la WWE et maintenant c'était à Rob de faire de son règne de champion un succès. Le couronnement de Rob à One Night Stand 2 vaut vraiment la peine d'être revu. 2 jours plus tard, le show hebdomadaire de l'ECW a fait ses débuts sur Sci-Fi et les choses se sont encore améliorées pour RVD. Paul Heyman a présenté à Rob la nouvelle ceinture du championnat de l'ECW. Van Damme et Heyman avaient dit qu'ils renommeraient le titre de la WWE en titre de l'ECW, mais ce qui s'est réellement passé ici, c'est que Van Damme est devenu un double champion du monde. Il possédait désormais 2 titres distincts et vous pouvez donc voir ici que la WWE misait tout sur Van Damme. Une grande partie de ces événements ont été réalisés pour lancer les shows hebdomadaires de l'ECW sur une bonne note et attirer plus d'attention sur la nouvelle marque de la WWE, mais ne minimisons pas le mérite de RVD ici, c'était une grande réussite pour lui. Van Damme a défendu avec succès le championnat de la WWE à Vengeance dans un autre bon match contre Edge, mais même si Van Damme était un double champion, son match a quand même été placé au milieu de la carte, devant des gars comme John Cena, Kane et DX qui avaient des matchs après. Cena a remporté son match contre Sabu et après RVD a dit qu'il donnerait à John une revanche pour le titre de la WWE à Raw le lendemain soir. Van Damme a dit qu'il était impressionné que Cena soit entré dans le Hammerstein Ballroom au milieu des lions pour défendre le titre, donc il était juste que Cena ait une chance de récupérer la ceinture à Raw. Cena avait RVD battu, le STF était verrouillé mais Edge est apparu et les 2 hommes ont été attaqués, ce qui a permis à Van Damme de conserver la ceinture. Le lendemain soir à l'ECW, Rob Van Damme a fait le tomber sur Kurt Angle lors du match principal. Les choses allaient parfaitement bien pour Van Damme et il semblait que ce ne serait pas un règne de champion court non plus. RVD a dit que la WWE avait de grands plans en place le concernant, mais malheureusement ces plans ne se sont jamais concrétisés. L'élan de Rob Van Damme était stoppé non pas sur le ring mais sur la route. RVD était arrêté par des policiers alors qu'il voyageait avec Sabu pour un show à Philadelphie. Van Damme roulait à 73 miles par heure dans une zone limitée à 65 et lorsque les policiers ont arrêté la voiture, ils ont senti l'odeur de marijuana. Après avoir fouillé le véhicule, 18 grammes ont été trouvés ainsi que 5 Vicodine, bien que RVD ait une ordonnance valide pour l'analgésique. Les 2 hommes ont fini par plaider coupable pour possession au 3e degré et Van Damme a également plaidé coupable pour excès de vitesse. Le jour où Van Damme a été arrêté, il a quand même participé au show de Philadelphie, puis un autre show le lendemain, mais la décision a été prise par Vince McMahon de suspendre Van Damme pour 30 jours, tout en lui retirant à la fois le titre de la WWE et celui de l'ECW. RVD a déclaré dans son documentaire WWE Icons « Le lendemain, avant même que j'arrive à l'arène, c'était partout dans les médias. Pourquoi ? Parce que j'étais le champion de la WWE à l'époque. Tout comme je pensais autrefois que j'étais indestructible et que je ne pouvais pas me blesser, je pense qu'une grande partie de moi pensait que je ne pouvais pas non plus avoir de problème. Je pense que durant une grande partie de ma vie, je pensais « Hey, je suis privilégié, je suis une superstar » et pour être honnête, parfois c'est le cas, parfois non. Quand je suis arrivé au bâtiment, Vince m'a dit « Rob, ce soir tu vas être dépouillé de ton titre de champion de la WWE, demain tu seras dépouillé de ton titre de champion de l'ECW. » Il m'a également dit « Tu seras suspendu pour 30 jours » et je savais que j'avais sérieusement gâché les plans pour la WWE et le CW. Vince McMahon a dit « C'était tellement décevant, j'étais personnellement contrarié par les actions de Rob parce que je pensais qu'il était au-dessus de cela. Évidemment, quand quelque chose comme ça se produit, nous devons nous préoccuper de l'image de l'entreprise et Rob n'a pas été champion bien longtemps. » Tommy Dreamer, parlant également dans le documentaire Icons, a dit « Tous ceux en coulisses qui étaient contre Rob Van Damme, il leur a prouvé qu'ils avaient raison dans leur déclaration. Ce type va faire une connerie et là, il l'a fait. À ce moment-là, j'ai su que c'était fini pour Rob Van Damme. »
Rob a fini par perdre le titre de la WWE contre Edge lors de l'épisode de Raw du 3 juillet dans un match triple menace qui incluait également John Cena. Le lendemain soir à l'ECW, RVD a perdu le titre de l'ECW contre Big Show après avoir été trahi par Paul Heyman. Le changement de titre de l'ECW s'est produit à Philadelphie et les fans ont absolument détesté la fin du match, jetant des ordures dans le ring après que Big Show ait remporté la ceinture pour montrer leur mécontentement. Et ce geste était clairement pas seulement à propos de la défaite de RVD, mais aussi envers la version WWE de l'ECW. Le rêve était terminé, RVD a commencé sa suspension de 30 jours et tout cet élan, tout le travail depuis WrestleMania 22 était anéanti et la WWE a pris une nouvelle direction où ils étaient juste retournés dans l'ancienne direction avec Edge contre John Cena. Le timing de tout ça n'aurait pas pu être pire et c'est vraiment dommage car comme beaucoup d'autres, je voulais vraiment voir Van Damme avoir un règne de champion prolongé. Ça aurait été intéressant de voir les plans à long terme se dérouler à la télévision, mais RVD a fait une erreur et il l'admet totalement, il n'a aucune excuse. Néanmoins, Rob Van Damme a fait une déclaration. Je dirais ceci, c'est quelque chose qui pourrait irriter certaines personnes, mais d'autres catcheurs ont fait pire et s'en sont sortis, même en 2024 alors que les choses sont censées être plus réglementées pour ainsi dire. Van Damme a fait son retour à la télévision lors de l'épisode de l'ECW du 8 août où il a attaqué Sabu. Il a eu son match de retour la semaine suivante, perdant un match d'échelle contre Sabu. Ce match était initialement prévu comme un match triple menace, mais Kurt Angle était libéré de son contrat de la WWE, donc le match a été échangé en un match 1 contre 1 où le vainqueur affronterait Big Show à SummerSlam. Le champion de l'ECW est intervenu dans le match, Show a mis RVD à terre, aidant ainsi involontairement Sabu à remporter le match. À SummerSlam, néanmoins, Big Show a battu Sabu, poursuivant son règne en tant que champion de l'ECW, toujours sous le mécontentement des fans. RVD n'a donc pas eu de match à SummerSlam et Rob a finalement réussi à se frayer un chemin jusqu'au titre et après avoir battu Big Show dans un match non titré, Van Damme a obtenu une opportunité pour le titre. Rob a eu la possibilité de choisir le moment où il souhaitait obtenir son opportunité pour le titre de championnat de l'ECW et il a opté pour le pay-per-view December to Dismember. Le seul problème était que Paul Heyman avait aussi son mot à dire. Il pouvait choisir le type de match auquel Rob allait participer et Heyman a choisi l'Extreme Elimination Chamber. A ce stade, la nouveauté de l'ECW avait complètement disparu, la version de la WWE étant à des années-lumière de l'original. RVD n'a pas remporté le championnat lors de l'Extreme Elimination Chamber de December to Dismember et après cela, Van Damme est un peu retourné à la même position qu'avant WrestleMania 22. Un lutteur de milieu de carte supérieur qui obtenait des opportunités de temps en temps mais ne gagnerait plus le championnat de la WWE ou le CW. Il continuait à offrir des matchs excellents, cela n'avait pas changé mais RVD était désormais coincé dans une marque en déclin que les fans ne voulaient tout simplement plus voir. S'il avait conservé les deux ceintures tout au long de l'été, il aurait pu continuer à combattre à Raw et prolonger sa rivalité avec Cena et Edge, mais à la fin de 2006, tout cela semble être un lointain souvenir. L'année suivante, Rob a décidé de ne pas renouveler son contrat, affirmant qu'il était épuisé et qu'il était temps de passer à autre chose. Il avait demandé un congé après sa suspension, mais Paul Heyman avait refusé de soumettre la demande de RVD à Vince McMahon, comme Rob l'a expliqué dans le podcast de Steve Austin. Voilà donc l'histoire de la victoire de Rob Van Damme, une victoire qui aurait dû mener à tellement plus. Le timing de tout ce qui s'est passé est assez remarquable quand on y pense. La victoire de Rob au Money in the Bank, le titre de champion de la WWE lors de l'ECW One Night Stand et le championnat ECW la nuit suivante. Ses victoires contre des lutteurs comme John Cena et Kurt Angle à la télé. Tout allait dans le bon sens et tout comme le timing avait été parfait auparavant, les choses se sont vite détériorées et Rob n'a pas vraiment eu l'occasion de faire valoir son championnat. Encore une fois, RVD prend ses responsabilités et sur le show de Steve Austin, Rob a admis avoir été tellement imprudent qu'il ne savait même pas qu'il y avait des limitations de vitesse. Reprenant ce que Tommy Dreamer avait aussi mentionné, RVD a toujours senti que certaines personnes au sein de la direction n'étaient jamais convaincues de lui en tant que champion et ce que Van Damme a prouvé, c'est que les inquiétudes de la direction étaient bien fondées. On a l'impression que certains ont peut-être pris du plaisir à voir la chute de Rob Van Damme, mais il n'est pas question de spéculer. D'après les interviews que j'ai vues ou lues, on peut voir que RVD était non seulement déçu de perdre sa méga poussée bien méritée, mais aussi qu'il était déçu d'avoir donné aux sceptiques toutes les preuves dont ils avaient besoin. Après ça, à ce stade de sa carrière, Mr. Monday Night était épuisé et avait besoin de se ressourcer pour retrouver son amour du catch. Il l'a fait en prenant principalement les 3 années suivantes de repos, ne faisant que quelques apparitions occasionnelles sur le circuit indépendant pendant cette période, jusqu'à ce qu'il soit finalement prêt à signer de nouveau avec une grande promotion. À la surprise de certains, lorsqu'il était temps de revenir, il n'a pas signé avec la WWE mais avec la TNA. Le 8 mars 2010, RVD a fait ses débuts avec la promotion de Nashville et a immédiatement commencé une rivalité avec Sting. Il est monté si rapidement dans les rangs que lors de l'épisode d'Impact du 19 avril, il a remporté le titre mondial de la TNA contre AJ Styles, suivi de défenses réussies contre des adversaires tels que Damon Wolf, Abyss et Mr. Anderson. Il n'a perdu la ceinture que lors de l'épisode d'Impact du 19 août et uniquement parce que ses dates contractuelles pour cette année touchaient à leur fin, ce qui l'a obligé à abandonner le titre.
Néanmoins, après une série de renégociations, il est revenu à la télévision, et de là, lui et son groupe d'anciens de l'ECW nommé EV2 ont rivalisé avec le groupe Immortal de Hulk Hogan, tandis que Van Damme continuait également à travailler en tant que star en solo. Et ratant de peu à plusieurs reprises de redevenir champion du monde de la TNA tout au long de 2011 et 2012. Bien qu'il n'ait pas récupéré l'or, l'ancien champion de la WWE a au moins trouvé une certaine consolation lorsqu'il a battu Zema Ion pour le titre X-Division de la TNA lors de Bound for Glory le 14 octobre 2012, marquant son premier règne avec la ceinture. Il a défendu ce titre contre tous les prétendants, y compris des catcheurs tels que Joey Ryan, Kid Cash et Austin Harris, se revitalisant en offrant certaines des meilleures performances de sa carrière même à ce stade avancé. Il a conservé la ceinture pendant 137 jours avant que son règne ne prenne fin, ne la perdant que parce que son contrat expirait à nouveau. Maintenant qu'il allait redevenir un agent libre, les fans se sont mis à spéculer sur ce qui allait se passer ensuite. Est-ce que RVD allait re-signer avec la TNA ou retourner à la WWE? C'est cette dernière option qui s'est avérée juste. Malgré ses excellentes performances à l'écran, ce natif du Michigan était frustré par les attitudes de nombreux de ses collègues en coulisses et Impact et a décidé que la WWE était la meilleure option pour lui. Il a refait ses débuts lors du pay-per-view Money in the Bank du 14 juin 2013 sous une ovation énorme, puis a rapidement suivi cela en entrant dans un programme pour le titre de champion du monde poids lourd contre Alberto Del Rio. Malgré une brève apparition dans la course au titre, il était clair à ce stade que la WWE n'allait pas le pousser en tant que top star du main event. Pourtant, il était aussi populaire qu'il ne l'avait jamais été auparavant, il n'avait presque rien perdu de son agilité sur le ring, ce qui en faisait un artiste précieux dans ce rôle crucial de la mid-card supérieure, un rôle dans lequel l'homme semblait heureux d'être placé. Il a fait des apparitions occasionnelles dans la course au titre intercontinental tout au long de cette année jusqu'à l'année suivante, jusqu'à ce que son contrat expire à l'été 2014, son dernier match ayant eu lieu contre Seth Rollins lors de l'épisode de SmackDown du 29 août. Il semblait que bien qu'il se soit amusé pendant cette année, un emploi du temps à plein temps n'était plus vraiment ce que RVD ressentait le besoin de maintenir. Il avait d'autres projets extérieurs qu'il voulait suivre de toute façon, apparaissant souvent dans les médias en tant que défenseur de la légalisation du cannabis. Il a continué à faire des apparitions sur le circuit indépendant, affrontant d'autres stars des années 2000 comme Scott Steiner et John Morrison au cours des 3 années suivantes et apparaissant même dans la promotion House of Hardcore de Tommy Dreamer. Maintenant qu'il souffre de nombreux problèmes de santé et qu'il semble prêt à se retirer peu à peu, beaucoup supposaient que ce serait la voie que suivrait désormais l'ancien de l'ECW, se calmant progressivement jusqu'à raccrocher définitivement ses bottes. Ses fans ont été surpris lorsque Van Damme a signé de nouveau avec Impact Wrestling le 8 février 2019. À ce stade, la compagnie était sous une nouvelle direction et l'accord qu'ils avaient conclu était à court terme, ne lui demandant de travailler que des dates limitées. Même avec ces paramètres en place, néanmoins, il a pu connaître une nouvelle renaissance dans sa carrière en livrant de très bons matchs contre des catcheurs comme les Lucha Brothers et Sami Callihan. Il a également tourné heel pour la première fois depuis des décennies et a commencé à incarner le personnage d'un D4C d'âge moyen traversant une crise de la quarantaine, se pavanant avec ses 2 petites amies, Katie Forbes et Jenny Barlow. En plus de ça, il a également fait une apparition caméo à la WWE lors du Raw Réunion du 22 juillet 2019, bien qu'il soit sous contrat avec Impact à ce moment-là. En septembre 2020, son contrat avec Impact Wrestling est arrivé à son terme et RVD ne signera pas de nouveau contrat avec eux, mais disparaîtra plutôt des rings pendant un temps et revenir pour être intronisé au WWE Hall of Fame. Puis il disparaîtra des radars de nouveau avant de cette fois-ci introniser au Hall of Fame son ancien patron et ami de longue date, Paul Heyman. En définitive, bien que la WWE ne lui ait pas offert toutes les opportunités de se dévoiler pleinement aux fans, RVD a su saisir l'année 2006 pour montrer au monde entier l'étendue de son talent, prouvant qu'il méritait sa place de main eventer. Toutefois, il a été rapidement rattrapé par ses erreurs, des fautes qui ont non seulement freiné sa montée au sommet, mais aussi déçu les espoirs des fans de voir un renouveau au sein de la compagnie. Néanmoins, Van Damme a su se relever et construire sa légende et inscrira à jamais son nom dans l'histoire comme un pionnier unique en son genre et un acteur majeur du catch professionnel. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire, à partager la chaîne surtout et à lâcher un j'aime, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince, merci à tous.